voilà, quand on parle d'application, on s'intéresse aux bijections et pour diviser la notion de bijection, hein, parce que la bijection c'est ce qui nous donne des correspondances, c'est ce qui nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, on a dénombré grâce à des bijections. Les bijections, on divise ça en deux problèmes. On sépare, voilà, quoi, on divise pour régner, et la bijection devient injectivité et surjectivité. Alors, l'injectivité, qu'est-ce que c'est? L'injectivité, c'est l'interdiction d'avoir cette situation-là. C'est-à-dire que deux éléments différents s'envoient sur le même élément. Par contraposé, d'accord, ça veut dire que si deux éléments, les deux images sont égales, alors c'est que les deux éléments, au départ, étaient égaux. C'est plus agréable sous cette forme-là à écrire, parce que x égale x différent de x' implique f de x différent de f de x', c'est quand même pas très pratique à calculer avec des différents, on a plus l'habitude de calculer avec des équations, mais c'est plus joli à voir sur un dessin dans le sens, dans le sens contraposé à ce sens-là. Voilà. La surjectivité, en revanche, c'est l'interdiction d'être dans ce schéma-là, d'accord? C'est-à-dire où lui, il est laissé tout seul, il est laissé sans image de quelqu'un. C'est-à-dire que, quel que soit y, il faut absolument qu'il existe x dans E, hein, j'écris f de E dans f, hein, tel que f de x égale y. Voilà. Bon, injectivité plus surjectivité donne bijectivité et donne le bonheur de tous les mathématiciens. Donc maintenant, il nous faut un appareil, un outil à mesurer l'injectivité et un outil à mesurer la surjectivité. Alors, dans les applications tout court, pas linéaires, dans le monde ensembliste, je vous conseille quand même de regarder toute la partie ensembliste de structure quotient, des vidéos que j'ai faites sur structure quotient, et vous allez voir qu'il y a un certain ensemble de classes d'équivalence qui est important là-dedans, et qu'il ne faut pas oublier quand on spécialise l'injectivité au domaine linéaire. Alors, on disait qu'on avait un outil pour mesurer l'injectivité. Cet outil, il est purement géométrique. Pour l'instant, on a un noyau ici, et ce qu'on appelle le noyau, c'est l'ensemble des x de E, tel que f de x égale 0, d'accord? Voilà. Et pour la surjectivité, c'est imf, c'est l'ensemble des y, tel que il existe x, tel que f de x égale y. Voilà. Alors, cette image, bon, c'est ce qu'on appelle aussi dans la théorie des ensembles l'image directe de E, mais dans la théorie de l'algèbre linéaire, on l'appelle imf. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est l'image et le noyau, c'est pour pouvoir, je pense que c'est par dualité, pour avoir des notations qui se ressemblent, et alors qu'il n'y a pas de dualité dans les ensembles. Et ici, c'est facile hein, de voir que ça fait appel à une relation d'équivalence qu'il y avait dans la théorie des ensembles, c'est-à-dire que quand on a une application f de E dans f, eh ben, on peut définir une relation d'équivalence, c'est x est en relation avec x', s'ils ont la même image par petit f. Et en fait, c'est cette relation d'équivalence hein, qui mesure en gros l'injectivité. Et vous pouvez remarquer hein, que, donc vous vérifiez évidemment que c'est une relation d'équivalence. Mais dans le monde linéaire, eh ben, le fait d'avoir f de x égale f de x', ça veut dire que f de x moins f de x' égale 0. Donc f de x moins x' égale 0. Et donc x moins x' appartient au noyau
par définition. Donc ici, que devient cette relation d'équivalence, d'accord, qui était valable pour les applications quelconques? Ben, ça devient x moins x' appartient à ker f. D'accord? C'est ça la condition pour que x et x' aient la même image. Et donc, bon, pour ceux qui connaissent le quotient, pour l'instant, mais bon, je l'annonce quand même, ça veut dire que quand on va quotienter modulo ker f, donc on va annuler ker f en quelque sorte, et ben on va avoir les mêmes éléments, x bar égale x' bar. Bon, ça c'est un petit aparté, si vous ne l'avez pas compris, c'est pas grave. Mais ce qu'il va falloir comprendre maintenant, c'est ker f est un sous-espace vectoriel de E. Bon, ça c'est pas difficile de voir que si x et x' sont dans ker f, alors toute combinaison linéaire va être aussi dans ker f par linéarité de f. C'est aussi très facile de voir que c'est non vide parce que le vecteur nul est dedans. Pareil, im f maintenant est un sous-espace vectoriel mais de grand f, hein, de l'image, toujours par linéarité, parce qu'à partir du moment où on a un élément qui est dans l'image, y1 il a un antécédent x1, y2 a un antécédent x2, toute combinaison linéaire de y1 et y2 on peut en trouver un antécédent avec la même combinaison linéaire de x1 et x2. C'est par linéarité de f, et puis il est non vide parce que le vecteur nul, il est toujours dedans, vu que f de 0, c'est 0. Voilà, donc on a des objets géométriques, et maintenant, c'est ce que j'ai annoncé, ils mesurent respectivement l'injectivité et la surjectivité, parce que injectif, ça revient à dire que le noyau est nul, d'après ce qu'on a dit ici, d'accord? Donc deux éléments, d'accord? Si c'est injectif, alors le noyau est nul. Ça c'est facile, parce que f de x égale 0, ça veut dire f de x égale f de 0, donc x égale 0, puisque f est injectif. Et réciproquement, si le noyau est nul, alors f est injectif, parce qu'à partir du moment où on aura f de x égale f de x', alors x moins x' sera égal à 0, puisque le noyau est nul, et donc x sera égal à x', et on aura bien l'injectivité qu'on voulait. Donc voilà, maintenant, ceci c'est évident, IMF va être un instrument de mesure de la surjectivité, ben oui, puisque la définition c'est que petit f est surjectif, si et seulement si IMF est égal à grand F, là il n'y a rien à dire, c'est tautologique. Maintenant, on est content d'avoir des outils comme ça, mais on a un outil encore meilleur, c'est un outil qui est purement dans les nombres et pas un outil géométrique, c'est la dimension de ker f. Voilà. Donc f est injectif, si et seulement si le noyau de f égale 0, et si et seulement si, évidemment, la dimension du noyau est nulle. Et f est surjectif si et seulement si la im petit f égale grand f, et si et seulement si la dimension de im f, c'est égal à petit m, j'ai pas dit ce que c'était petit m, c'est la dimension de f. Et ça, si vous regardez, ça vient du fait que, à partir du moment où im f est inclus dans grand f, si les dimensions sont égales, alors, hein, pour aller de là vers là, ça c'est évident, mais pour aller de là vers là, ça utilise ceci et cette proposition qu'on a vue que la dimension permettait d'avoir des égalités à partir du moment où on avait une inclusion. Voilà donc déjà un premier aperçu de ce qu'on peut faire, comment on peut mesurer l'injectivité et la surjectivité. Voilà, alors, quelque chose qui va nous aider à voir les choses de façon un petit peu plus constructive, parce que c'est avec des bases, hein, les bases ça sert à ça. D'abord, donc on va prendre phi, une application linéaire de E dans F, mais on va munir grand E d'une base, on va fixer une base petit e, donc elle est fixée. Et bien tout de suite, bon, im de phi, on en a une famille immédiatement génératrice.
notez que donc c'est la famille phi de E1, phi de En, hein, engendrée en tout cas. Non, c'est la famille phi de E1, phi de En, pardon, et in de phi, c'est engendré par ça. Voilà, alors notez que ker de phi ne vient pas avec un système générateur aussi simple que ça. Il faudra la dualité pour ça. Là, in de phi, en revanche, arrive avec un système générateur assez simple. Maintenant, phi est surjective si et seulement si l'image de E est génératrice de f. Ben oui, on a dit tout à l'heure, et c'était évident que phi est surjectif si et seulement si in phi est égal à f, donc c'est surjectif ici, ça c'est évident. Maintenant, ça donne une idée par dualité de dire phi est injective si et seulement si l'image de E est libre maintenant dans f. Et ça va être vrai. Alors, prouvons un petit peu ça. Donc le 2, il découle directement du 1, c'est ce que je disais. Le 1, in phi, c'est les éléments de la forme phi de x, avec x parcourant E, donc ils s'écrivent dans la base, et donc ils s'écrivent comme ceci, par linéarité. Bon, voilà, donc ça veut dire que ce sont des combinaisons linéaires des phi de EI, et inversement, on peut remonter le truc, toute combinaison linéaire de phi de I peut se mettre sous la forme phi de x, hein, voilà. Donc ça, c'est vrai, ça en découle. Phi est injective si et seulement si l'image de E est libre. Ben oui, alors, donc on va regarder, l'image de E est libre, comment on fait? Donc on suppose que phi est injective, et on va regarder les combinaisons linéaires des phi de EI. D'accord? Si et seulement si l'image de E, hein, donc l'image de E, c'est les phi de EI. Hein. Donc, et on regarde si ça, c'est une famille. Donc je regarde une combinaison nulle, ça veut dire par linéarité que phi de ça, de la combinaison des EI est nulle, donc que la combinaison des EI est dans ker de phi. Et là maintenant, on voit bien que si ker de phi est nul, alors comme EI est libre, ça voudra bien dire que les lambda I sont tous nuls, donc on aura l'image de E sera libre, et réciproquement, ou par la contraposée de la réciproque, si ker de phi est différent de 0, alors on aura des lambda I non nuls, et forcément il y aura une combinaison linéaire non triviale qui donnera 0. Voilà, donc on a prouvé 1 et 3. Regardez par exemple un exemple pratique. On vous demande de trouver un système générateur de l'image de cette application linéaire. Regardez, c'est bien une application linéaire. Si vous voulez, elle est de R2 dans R3, mais vous pouvez prendre de K2 dans K3, hein, c'est à vous, c'est à votre imagination. Et ici, on vous demande l'image. Donc l'image, vous avez besoin d'un système générateur. Eh bien, on va prendre la base canonique de R2, E1, E2, et on va regarder juste l'image de la base canonique. Donc E1, ça veut dire que x égale 1 et y égale 0. Donc E1, phi de E1, ça va être égal à 1 moins 1, 0. Et phi de E2, donc ça va être 2, 1, moins 3. Voilà, donc on a tout de suite un système de générateur, d'après le 1, de im de phi. Donc ça va engendrer im de phi. J'en profite pour faire l'autre exercice qui a moins rapport avec ce théorème, mais quand même il est important, parce qu'il faut parler du noyau. Bon, voilà, j'en profite pour parler du noyau. Je veux montrer que l'ensemble des x, y, z, tels que 2x plus y moins z égale 0 et y plus 2z égale 0, est un sous-espace vectoriel de R3. Bon, c'est pas un exercice qu'on vous, a priori, qu'on vous demanderait, quoi. Ça, c'est plutôt début de sup. Eh bien, regardez la tendance qu'ont les candidats pour traiter ce problème-là,
c'est de dire, sous espace vectoriel, on va faire une combinaison linéaire d'un truc d'un x1, y1, z1, x2, y2, z2 qui vérifie ça, et on fait des calculs, bon voilà, et à la fin d'une page de calcul, on a montré que c'était un sous-espace vectoriel. Bon, alors les correcteurs attendent peut-être des fois des choses un peu plus directes. Et vous regardez l'application qui a x, y, z, va donner ces deux trucs-là, voilà, 2x plus y moins z, y plus 5z, voilà, ça va de R3 dans R2, si on est sur un corps quelconque de K3 dans K2, et en fait, elle est bien linéaire, parce qu'elle est homogène de degré 1, voilà, toutes les applications coordonnées les deux applications coordonnées sont des polynômes homogènes de degré 1 dans les trois variables, et donc c'est le noyau, d'une application linéaire, point barre.